Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Abba, Rei, Ka, Jed, Abba, Rei. C'est toujours un plaisir incroyable de me retrouver avec vous dans cette nouvelle capsule. Il me plaît aujourd'hui d'aborder, toujours dans les questions impossibles pour des réponses possibles, il me plaît d'aborder aujourd'hui une dimension de la science. Parce que nous avons l'habitude de dire que la spiritualité ancestrale est avant tout science et que les principes premiers ou le principe premier, en fait, est à la fois un principe d'ordre scientifique et également d'ordre spirituel. Et ce sont les deux qui constituent ce qu'on appelle la magie de la vie. Alors, la spiritualité ancestrale a tout un ensemble de choses à dire lorsque nous parlons de science. Lorsque la science expose de nouveaux paradigmes, il est important que, bien avant que des réponses ne soient proposées, que la spiritualité ancestrale soit au rendez-vous pour expliquer comment la spiritualité ancestrale voit de son point de vue scientifique ce qu'il en est vraiment. Il y a un débat aujourd'hui qui a cours, un débat qui n'a pas encore été solutionné à mon avis, et j'estime que la spiritualité ancestrale a un mot à dire dans ce débat scientifique. Il s'agit donc de l'expansion de l'univers. La question que se posent aujourd'hui les scientifiques, pour certaines personnes, c'est évident. Pour d'autres, vous savez, dans le domaine de la science, il y a toujours des remises en cause et également des contradictions qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui permettent la réflexion. Il y en a qui sont pour le principe du Big Bang, par exemple. Il y en a qui ne sont pas du tout pour ce principe-là. Est-ce qu'il y a eu un moment donné d'un point de concentration, une forme d'explosion, on va le dire comme ça, à partir de ce point d'extrême concentration que tout a commencé? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé vraiment? Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Vous savez, c'est normal une démarche scientifique puisqu'elle repose non pas sur les principes premiers, mais sur, disons, une étude d'un ensemble d'existants, on va dire ça comme ça, d'un ensemble d'existants. Et ces existants étant changeants, eh bien, c'est normal qu'il y ait des gens qui soient pour, il y ait des gens qui ne soient pas pour. Donc, la science, souvent, doit évoluer de cette façon-là. Ce qui, d'ailleurs, fait que la science est toujours en retard. Même si la science part des hypothèses, la science, tant qu'elle n'a pas trouvé des éléments factuels qui corroborent ces hypothèses, elle continue toujours, justement, de mener des théories hypothétiques mais sans pour autant, justement, concrétiser des éléments, puisque pour concrétiser, il faut justement avoir des points factuels. Mais ce que la science doit également savoir, et j'ai déjà posé cette question-là à des débats que j'ai eus avec des personnalités, je dis, lorsque nous disons en science, lorsque les scientifiques disent, je ne suis pas scientifique à cette hauteur-là, lorsque les scientifiques disent, par exemple, que l'un des outils essentiels, c'est l'observation. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui observe? C'est là où se trouve justement la différence. On est d'accord que nous devons observer les phénomènes, voir les récurrences et déduire les lois et reproduire le schéma. Et donc, pour nous, voilà ce que la science peut faire. Et à partir de là, on peut développer la technologie à partir de cette science. C'est tout à fait simple, cette démarche, elle est normale. Mais la question est de savoir, est-ce qu'on est vraiment sûr d'avoir une absolue vérité à partir de cette démonstration que je viens de faire? Parce que la question qui se pose, c'est qui est l'observateur? Alors, si l'observateur est la conscience, cela revient donc à dire qu'il faut faire une étude de la conscience pour savoir
quelle est la dimension de la conscience qui fait l'observation? Ou est-ce que c'est la totalité de la conscience qui fait l'observation ou c'est une dimension de la conscience qui fait l'observation? Et ça, la science est incapable de nous le dire puisque généralement, eh bien, plusieurs scientifiques peuvent observer les choses de différentes façons. Tout dépend de leur point de positionnement ou de leur point de vue. L'autre chose également importante, c'est est-ce que c'est la conscience qui est soumise à nos sens ou est-ce que nos sens ne sont que des instruments qui utilisent la conscience, mais dont la conscience peut justement se passer? À cette question, eh bien, la science n'apporte pas réellement de solution puisque, en réalité, si nous voulons observer, non seulement nous utilisons la conscience, mais nous utilisons des outils de la conscience, que sont justement nos sens. En partant du principe que nos sens ne sont pas absolus, mais relatifs, les sens même peuvent déjà fausser l'observation de la conscience. Parce que la conscience peut choisir d'observer des choses, mais vous remarquerez que les sens étant limités, eh bien, ça ne nous donne qu'une perception de la chose. Et donc, on peut déjà dire que les sens sont un peu comme une fausse note qui interviennent dans l'expression de la conscience, mais on a besoin de ces sens dans la dimension scientifique pour pouvoir véritablement asseoir une base, ne serait-ce que élémentaire de l'observation. Et donc là, il y a une certaine confusion puisque la science n'a pas résolu le phénomène de la conscience dans toute sa totalité et la conscience a besoin des éléments de la conscience pour observer, sachant que les éléments de la conscience limitent la conscience et que la conscience, justement, transcende ces éléments de la conscience. Alors, de façon exemplaire, de façon pratique, nous allons nous poser une question, puisque là, on est en science. Prenons une guitare, par exemple. La guitare, justement, nous rend des sons, en résumé. Alors, la question à se poser est la suivante. Est-ce que tous les sons qui existent dans le tout, est-ce que la guitare peut les rendre? Ou est-ce que, justement, la guitare est un instrument limité qui ne rend que des sons qui sont capables d'être rendus par la guitare et que, justement, il peut y avoir d'autres instruments qui peuvent rendre des sons que la guitare est incapable de rendre. Et si on considère le domaine de la sonorité, des sons, de la musicalité universelle absolue comme étant la conscience et qu'on considère justement la guitare comme étant les éléments par lesquels la conscience musicale s'exprime, on dira alors que justement, c'est vrai, la guitare exprime pleinement des aspects de la conscience ou des aspects de la musique ou des sons en général, mais la guitare est incapable d'exprimer la totalité des sons du tout. Il en est de même, lorsque nous sommes en observation scientifique, nous utilisons des éléments de l'observation qui sont justement nos sens. Mais pas le fait que nos sens ne peuvent pas rendre la totalité de l'information perceptible par la conscience elle-même, eh bien, nous sommes limités même par nos sens dans l'observation d'un phénomène scientifique. La plupart des découvertes scientifiques qui ont été réalisées en dehors des éléments limités d'observation de la conscience, qui sont les sens. La plupart du temps, on nous dira Eureka, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un scientifique a eu une brillante idée qui est sortie de nulle part, comme d'un chapeau. On sort un lapin par magie et on nous dit qu'en ce moment, il a eu un éclair de conscience et il a pu nous sortir donc une formule, à savoir E égale, voilà, pour ne pas parler de Einstein. Donc, à partir de ce moment, on se dit, mais s'il peut y arriver que malgré l'observation, la conscience ne nous donne pas une information et qu'il arrive un moment donné où les éléments de la conscience, à savoir les sens, n'existent plus ou se taisent ou s'endorment et c'est en ce moment qu'on a un éclair de lucidité, il est donc clair que la conscience possède non seulement un aspect immanent qui lui permet de s'exprimer à travers les organes de sens et les sens, mais que la conscience possède également une dimension transcendante qui
peut justement capter une information sans passer forcément par les sens, d'où l'observation. Et c'est à ce niveau que nous devons comprendre que la démarche scientifique s'arrête dans sa limitation par les organes de sens et les sens, et donc la guitare, mais qu'au-delà, eh bien, les sons préexistaient à la guitare, tout comme la conscience préexiste à ses sens et à ses organes de sens qui ne peuvent pas exprimer la totalité de la conscience. Si la science peut déjà partir sur cette base, on devrait non seulement observer un phénomène à la fois de façon expérientielle ou expérimentale, mais en même temps voir les autres dimensions où l'expérience n'est pas nécessaire, mais où il y aurait une forme d'appréhension ou de préhension par la conscience de l'information. Aujourd'hui, la physique quantique semble approcher la chose et nous montre que l'observateur a un rôle déterminant à jouer et donc l'observateur lui-même peut modifier le champ de l'expérimentation. Alors, s'il en est ainsi, il faut donc se poser une autre question. Et cette question, je l'ai déjà posée dans beaucoup d'autres formations, comme par exemple la Sangha, qui est un livre que j'ai écrit, à savoir, est-ce que lorsque je fais un cercle avec un point au milieu, sachant que le point est un champ de non-mesurabilité, est-ce que le cercle, d'accord, provient du centre? Ça, on le dira oui, mais est-ce que le cercle est à l'intérieur du centre ou justement à l'extérieur du centre? C'est une question qui peut paraître bête, mais non, puisque nous sommes là dans un point. Or, le point, c'est un point géométrique, donc c'est un champ de non-mesurabilité qui n'a pas de mesure, qui n'a pas de longueur, de hauteur, de volume, etc. Donc, nous sommes en fait dans le point qui est en même temps le champ, qui est le plan dans lequel nous nous sommes. Étant donné qu'on ne peut pas mesurer justement ce point se confond au plan. Et donc, la question à se poser est, si je trace une figure dans ce champ et donc dans ce plan, est-ce que la figure est à l'intérieur du point ou à l'extérieur du point? Tant qu'on ne résoudra pas cette équation, il sera difficile de savoir si les observations que nous faisons, nous les observons à l'intérieur de notre conscience ou en fait nous les observons à l'extérieur de notre conscience. Et si on les observait à l'extérieur de notre conscience, alors l'autre question qui viendrait serait la suivante. Où commence notre conscience et où s'arrête notre conscience? Pourrait-on apprécier la mesurabilité de notre conscience par les sens qui perçoivent les choses ou devrait-on justement partir du principe que les sens n'expriment qu'une partie de la conscience, mais que la conscience étant transcendante, elle représente le champ de non-mesurabilité et donc ne peut pas être mesurée. Et si la conscience ne peut pas être mesurée, alors où nous trouvons-nous lorsque nous observons les choses que nous observons et qui en fait se déroulent non pas à l'extérieur d'une conscience qui n'a pas de limite, mais plutôt à l'intérieur de la conscience. Vous voyez, c'est autant de questions que la science devrait se poser parce que si la science ne résout pas la dimension de l'homme, qui est l'observateur principal, comment pourrait-il s'assurer de ce qu'il observe? Maintenant, revenons donc à notre questionologie, à savoir, est-ce que notre univers est en expansion? La première question qui viendrait tout de suite serait la suivante. Si l'univers est en expansion, observable ainsi par les scientifiques, où on voit que les galaxies ou les planètes s'éloignent les unes des autres, la question à se poser est si notre univers est en expansion, notre univers est en expansion à l'intérieur de quoi? Et étant donné qu'on part du principe que l'univers est le champ illimité, on ne peut pas dire que l'univers est fini ou infini, on arrive à la conclusion, à savoir, si l'univers est en expansion, c'est forcément à l'intérieur de l'univers. Et donc là, on revient justement à ce que la spiritualité ancestrale a déjà expliqué depuis le commencement des choses. Je me répète, si l'univers est en expansion, eh bien, s'il n'y a pas un en dehors de l'univers, ça veut dire que l'univers est en expansion forcément à l'intérieur de l'univers. OK, maintenant, faisons une pause. Du point de vue des éléments à l'intérieur de l'univers, comme vous et moi, nous observons vraiment que l'univers est possiblement en expansion.
Comme par exemple, lorsque nous avons un ami qui est avec nous et qui s'éloigne de nous, on le voit s'éloigner comme une forme d'expansion. Et donc, il s'éloigne, on voit qu'il s'étend. En fait, quand on voit les planètes s'éloigner les unes des autres, les étoiles également et des galaxies, on se rend compte que effectivement l'univers est en expansion. Mais est-ce que nous nous positionnons du point de vue de l'univers? Par exemple, parce que là, c'est de notre point de vue que nous nous positionnons en tant qu'élément de l'univers. Et si nous étions du point de vue de l'univers, est-ce que, vu du point de vue de l'univers, l'univers est-il en expansion? Vous voyez, là où la spiritualité ancestrale intervient pour résoudre le problème, en partant du principe, c'est ce que je vous ai dit dans ce livre. D'ailleurs, je vous annonce que le livre est sorti. C'est le livre Om Mani Padme Hum. Ce livre est formidable. Il est déjà disponible au Togo comme au Bénin. Vous pouvez l'acquérir physiquement. Ce livre est tout simplement génial. Alors, pour vous montrer le caractère génial de ce livre, je vous montre justement ce chapitre, le chapitre 1. Il s'intitule Om ou l'expansion-contraction. Vous voyez, Om, l'expansion-contraction. Alors, ce chapitre nous montre simplement le principe, vous voyez, un peu comme le principe premier de l'univers, et nous dit que la science ne nous apprend rien de nouveau. Parce que déjà, le son Om, dont vous allez voir le contenu expliqué, détaillé, jamais fait ainsi de par le passé, hein, vous pouvez comparer, et le livre est là hein, pour le prouver. Om Mani Padme Hum, vous pouvez lire tous les livres sur Om Mani Padme Hum avant de venir lire celui-ci, ou si vous en avez lu, vous pouvez lire et venir voir comment j'ai expliqué Om Mani Padme Hum. Vous allez voir comment ça se passe. Et donc, dans ce chapitre, déjà, on nous parle de Om ou Om, l'expansion-contraction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes en train de dire que l'univers est vraiment en expansion? La réponse est la suivante. L'univers est à la fois en expansion et en contraction. Cela peut paraître contradictoire, mais c'est vrai. L'univers n'est pas seulement en expansion, mais l'univers est en expansion-contraction. Pendant que certaines parties de l'univers sont en expansion, d'autres parties de l'univers sont en contraction. La science pourrait ne pas corroborer cette histoire ou cette version tout de suite, mais je me base essentiellement sur la spiritualité ancestrale pour vous donner le principe premier des choses. Et comme la science met du temps pour découvrir le principe d'une chose parce qu'elle part des mouvements avant d'arriver au principe, ce qui prend énormément du temps, alors que nous, nous partons du principe qui est le fait établi et aller ensuite, disons, au mouvement, la science aura toujours du retard sur la métaphysique. Et la métaphysique dit que l'univers n'est pas seulement en expansion, l'univers est également en contraction. Donc l'univers est à la fois en expansion et en contraction. Alors, mais on reviendrait toujours à la question, à savoir si l'univers est en expansion-contraction, l'univers est en expansion-contraction à l'intérieur de quoi? La réponse est simple, à l'intérieur de l'univers. Mais dans ce cas, est-ce qu'il s'agit vraiment de l'expansion ou de la contraction? Ce serait une autre question. Ou est-ce qu'il s'agit vraiment d'expansion? Est-ce que vous voyez? C'est là l'élément important que nous devons analyser. Quand on se place du point de vue de l'univers, est-ce que c'est vraiment de l'expansion et de la contraction? Est-ce que c'est vraiment de l'expansion? Est-ce que l'univers est en expansion pour l'univers ou c'est tout autre chose, en fait? C'est là que vous devez comprendre ce que la spiritualité ancestrale a découvert depuis très longtemps. Nous l'appelons tout simplement le cœur de l'univers. L'univers a un cœur. Et ça, la science le comprendra tôt ou tard. L'univers a un cœur. Et tout ce qui est né du cœur de l'univers. L'univers a un cœur. L'univers a un battement de cœur. C'est ce battement de cœur qui crée l'expansion et la contraction de l'univers. Mais il s'agit tout simplement d'un battement de cœur. Donc, pour l'univers, vu du point de vue de l'univers n'a pas besoin d'être en expansion ou en contraction. Vu du point de vue de l'univers vibre dans son battement de cœur. Et ce battement de cœur crée dans le monde immatériel de l'univers une réalité confuse, c'est-à-dire une réalité
qui est à la fois oui et non. Donc, on tomberait naturellement dans la physique quantique. Mais cette physique quantique a toujours été une réalité vérité au niveau de l'Égypte antique. Parce que l'Égypte antique avait sa formule de magie classique, qui est la suivante. Ceci est la chose, ceci n'est pas la chose. Mais parce que la magie égyptienne part du fait que la chose dont on est en train de parler est la chose. Mais en même temps, la chose dont on est en train de parler n'est pas que la chose dont on est en train de parler, la chose est autre chose également. Et à partir de ce autre chose également, on peut recréer la chose dont on est même en train de parler que nous constatons physiquement. Ça veut dire que la pensée kamite, la pensée de Kama, a toujours été qu'une chose est et n'est pas à la fois. Comment disposer une réalité ainsi, sans créer de la confusion? Comment dire que la chose est à la fois blanc-noir? C'est incompréhensible. Ça, c'est la force de la pensée de la mélanine. Et c'est ça qui traduit la vérité des choses. L'univers est à la fois en expansion et en contraction. Parce que du point de vue de l'univers, ce n'est ni une expansion ni une contraction, c'est tout simplement le battement de cœur de l'univers. Est-ce que nous considérerons justement le battement de notre cœur et les éléments internes de notre cœur ou de notre corps, si vous voulez, comme par exemple les jets de sang qui s'éparpillent dans notre corps, les événements qui... Est-ce que nous allons considérer cela comme une expansion ou comme une contraction? Ou nous allons considérer que, en fait, l'univers, nous ne l'avons pas encore mesuré pour connaître vraiment sa taille et que c'est quelque chose que nous n'arriverons pas à faire forcément, puisque là, il faudra savoir de quel univers nous parlons. Parce que si nous parlons de l'univers, il n'y a pas de limite. Mais si nous parlons de notre univers, il y a certes une limite, parce que notre univers est un univers parmi une infinité d'univers. Parce que la création par le Dieu Atum est la création d'un univers. Il peut y avoir autant de Atum sortis du Nun. Est-ce que vous voyez? Il faut bien comprendre. Il peut y avoir autant d'Atum sortis du Nun. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a plusieurs versions en matière de cosmologie, en matière de création du monde. Il faut comprendre que le fait de la venue du Dieu Atum, qui caricature quand même un principe de création, est lié à un univers. Cela peut être généralisé à tous les univers, mais cela montre en même temps que Atum peut représenter un univers et qu'on peut avoir une infinité d'univers. Mais si nous partons du principe un univers ou de l'univers, pas d'un univers de notre univers, mais de l'univers, on dira alors qu'il n'y a absolument pas de limite à l'univers. Et s'il n'y a pas de limite à l'univers, eh bien, est-ce qu'on peut parler justement de contraction et d'expansion? Puisque justement, l'univers serait le tout, où irait l'univers en s'expansant ou en se contractant? Voilà, justement, là, la question qui va nous poser, qu'il va falloir se poser. Donc, je voudrais attirer votre attention qu'en matière de spiritualité ancestrale, du point de vue de l'univers, l'univers n'est ni en expansion ni en contraction. L'univers est tout simplement dans un battement de son cœur. Et donc, dans ce battement de cœur, l'être humain qui est un élément ou une cellule à l'intérieur, donc, ou un tissu à l'intérieur de cet organisme qu'est l'univers, pourrait expérimenter une forme de déplacement qui ressemblerait à une expansion. Mais au même moment, il y a contraction. Et tous les éléments de notre organisme qui s'éloignent de notre cœur ou qui s'expansent ne reviennent pas forcément pendant que d'autres éléments reviennent. À partir de ce moment, on rentre dans la vérité qu'en fait, l'univers a un cœur. Et c'est ce cœur de l'univers qui, en battant, crée l'illusion de l'expansion et l'illusion de la contraction. Tout cela a déjà été traduit dans la spiritualité du vaudou. Ewo, Odou. Ewo, ce qui s'expanse. Odou, ce qui se contracte. C'est la vérité de l'amour au sein de l'univers, de la sexualité au sein de l'univers, de l'expansion-contraction. Est-ce que vous voyez? Et donc,
Notre univers est à la fois en expansion et en contraction, mais il s'agit justement du battement du cœur de l'univers. Maintenant, la question à se poser pour les métaphysiciens, est-ce qu'il vous arrive de sentir le battement du cœur de l'univers? Avant d'aller à ce niveau, il faut d'abord sentir le battement du cœur de la Terre, car exactement, notre Terre aussi a un cœur. Et ce cœur-là qui est à l'intérieur du noyau de la Terre, vous devez être en mesure de sentir le battement du cœur de la Terre. Ça, c'est le début de la magie. C'est ce que ressentent les minéraux, c'est ce que ressentent les végétaux, le battement du cœur de la nature. Et répondre à ce battement du cœur sous forme de flux, d'électricité et de magnétisme. Voilà, je vous invite également à lire ce livre pour comprendre la conscience atome. Il y a même une formation qui est intitulée Le Code atome, qui parle exactement également de ça, mais ce livre est tout simplement génial. Om Mani Padme Hum, ça traduit tout simplement la vérité de Om, qui représente expansion, contraction, et vous trouverez la solution dedans. J'ai expliqué ce que signifie également Mani. Vous le retrouverez hein, dans le livre. Et tout est... Je suis en train Voilà. Donc, vous allez trouver également Mani. Vous voyez, Om, c'est expliqué. Mani signifie les choses ont toujours été. Vous allez regarder également Om Mani Padme Hum. Chaque partie est expliquée. Donc, ici, par exemple, en résumé, hein, je lis le résumé du livre, excusez-moi. Om Mani Padme Hum, le principe fondamental de l'éternelle création. Vous voyez, Om Mani Padme Hum signifie le principe fondamental de l'éternelle création. Tous les êtres recherchent instinctivement et intuitivement une seule et unique chose. C'est quelque chose que chacun déguise sous différentes appellations, d'étranges attitudes et certainement de comportements ambigus. J'ai fini par comprendre ce qu'est ce quelque chose. Il s'agit de l'amour. Vous voyez, on peut parler de l'amour sans le cœur, de l'amour. Plus qu'un mot, c'est le fondement initial du vivant qui signifie la vie agissant sur la vie à travers la vie. La trinité de la vie dans laquelle la vie suffit à la vie. La vie se suffit. La vie suffit. Et ceci, véritablement. L'amour est Eo, l'expansion, et Odu, la contraction, au cœur de la vie illimitée, infinie, pure et parfaite. Et il demeure la force initiale de toute création dans n'importe lequel des univers. Son langage vibratoire et son code symbolique nous laisse percevoir l'ultime géométrie de son énergie indescriptible. Om Mani Padme Hum, le principe fondamental de l'éternelle création. Je nous invite alors dans l'espace magique où le passé, le présent et le futur se déroulent ici et maintenant, en ce moment même, simultanément, comme le pouvoir de la puissance de toutes les choses ont toujours été, et où esprit et matière signifient la même chose. Vous imaginez? Où esprit et matière signifient la même chose. Il y a un endroit au cœur de l'univers où esprit et matière signifient parfaitement, absolument la même chose. C'est la conscience lorsqu'elle se libère de sa propre illusion pour atteindre la fluidité intemporelle. Voilà, j'ai appelé ce champ-là la fluidité intemporelle. Ne lisez surtout pas ce livre, mais laissez ce livre vous lire. Pénétrez dans le paradoxe de la questionologie suivante. Suis-je en train de lire ce livre ou c'est ce livre qui est en train de me lire? C'est un paradoxe qu'on vous pose. Quand vous lisez un livre comme celui-ci, est-ce que c'est vous qui lisez le livre ou est-ce que c'est le livre qui est en train de vous lire? C'est pour créer un champ différentiel de reperception de la conscience par la conscience elle-même. Voici qu'enfin se déroule devant vous votre véritable histoire, celle qui résout définitivement la grande interrogation. Que suis-je? Pas forcément qui suis-je. Que suis-je? Voilà, donc ce livre, il est génial pour vous. Il est déjà disponible au centre de Lomé et de Cotonou. Vous pouvez l'acquérir si vous en avez donc envie.
Voilà donc ma petite contribution. J'espère qu'elle aidera beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la science. Nous sommes d'accord de toutes les avancées que la science nous apporte, c'est génial, mais il faut également tenir compte des mythes et mythologies des civilisations pour savoir que des choses avaient déjà été réalisées et que maintenant on est dans une redécouverte de façon cyclologique des ères astrologiques, des choses qui avaient déjà été faites. Et les anciens avaient concentré toutes les connaissances dans les mythes et mythologies et révélé cela par petits morceaux. Aujourd'hui, vous comprenez que, en fait, l'univers possède une caractéristique d'expansion et une caractéristique de contraction, et ceci se déroule simultanément. Tout dépend de l'endroit où on se trouve. Mais du point de vue de l'univers, au lieu de percevoir cela comme une expansion ou comme une contraction, il s'agit simplement du battement de cœur de l'univers. Pour se connecter à ce battement de cœur de l'univers, il faut se connecter d'abord au battement du cœur de notre Terre. Et une fois que vous allez ressentir le mouvement cardiaque de votre cœur, vous serez en mesure de comprendre la façon dont l'expansion et la contraction se déroulent au sein de chaque chose, de chaque cellule, de chaque création, de chaque univers ou de tous les univers en un univers. Nous ferons donc une prochaine capsule pour savoir est-ce qu'il y a plusieurs terres de notre Terre. Il faut que nous apportions des éclaircissements à ces paradoxes. Est-ce qu'il y a plusieurs terres de notre Terre? Est-ce que le temps est linéaire et se déroule du passé, présent et futur? Est-ce que le temps est linéaire ou comment est vraiment le temps par rapport à la spiritualité ancestrale? Tout cela pourrait justement aider. Aujourd'hui, j'ai parlé de la conscience et montré que lorsque la conscience s'exprime à travers des outils de la conscience, que sont les sens, on ne peut pas se fier aux sens et faire l'observation de façon parfaite. On doit également tenir compte de l'autre dimension où la conscience échappe au sens et c'est ce qu'on appelle la clairvoyance que souvent certains savants, d'ailleurs, quand on les appelle savants, c'est par rapport à cela, que certains savants ont cette lucidité rapide qui survient hors du temps et donc hors des sens et qui leur permet de trouver des réponses jusque-là introuvables. Je vous remercie et j'espère que prochainement, eh bien, on apportera d'autres éléments d'ajout à la science et naturellement à nous-mêmes. Paix et bénédiction à vous.